petits colis ou ceux qui ne l'avaient pas. Bon, Alexandre a été bizuté, si je comprends bien, euh, parce qu'on fait des tests, parce que ça nous prend beaucoup de temps de vous chouchouter, de vous envoyer ces petits éléments-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y a des nouvelles têtes, en tout cas on voit des revenants, donc c'est bien. On a même Nicolas Nicolas est dans sa voiture. qui est dans sa voiture, donc fais attention, il nous écoutera plutôt en podcast. Et puis on a plein de petits nouveaux. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une assez bonne parité sur un sujet comme celui-là. Donc c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il y a moins de clichés que d'habitude sur des sujets comme ça. Aujourd'hui, alors je vais faire une brève introduction pour vous présenter ou en tout cas lancer les trois intervenants, puisque pour une fois on en a trois, qui vont animer ce petit déj des stratèges. Donc j'ai Julie qui arrive. Hop. Du coup, alors aujourd'hui, on va parler d'inbound, de contenu, de marketing automation et par où commencer. C'est ça la thématique. Sensibilisation, vulgarisation et en fait, alors il y a déjà un an, je me posais la question de qui on pourrait faire intervenir sur ce sujet-là en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ben, j'avais des difficultés à trouver l'agence ou en tout cas les agences expertes du sujet. C'est un sujet qu'on aborde, ou en tout cas dont les marketeurs comme nous s'intéressent très très régulièrement. Et c'est un sujet sur lequel, en fait, il y a peu d'agences qui peuvent se considérer comme expertes sur le sujet en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a cherché, et puis alors de connaissances respectives, ben, j'ai retrouvé Pierre-Anthony dans nos vies d'agence, et du coup il m'a parlé de Winbound. C'est comme ça qu'il y a une grosse année, on s'est rencontrés, et du coup j'ai pu rencontrer Michel, qui est le fondateur de Winbound, mais aussi un serial entrepreneur, si je devais évoquer comme ça. Il a un très gros parcours en agence. Euh, Winbound fait partie d'un groupe qui s'appelle MV Group, qui est présent localement dans 11 villes, si je ne me trompe pas. Michel complétera tout à l'heure. Et ce que j'ai aimé dans ce trio aujourd'hui qui va animer cette intervention, c'est la passion qui les anime au sein de tous ces sujets qu'on peut trouver techniques, complexes. Sur le papier, c'est facile, mais concrètement, comment on arrive à faire des choses simples pour aller toucher nos publics. Euh, Michel, Stéphane et Pierre-Anthony sont des passionnés d'inbound et de marketing automation et adorent travailler sur des stratégies B2B. Je vais faire. Alors, Pierre-Anthony est directeur conseil au sein de Winbound. Et enfin, je vais présenter Stéphane. Donc, Stéphane, 20 ans, un gros parcours en agence. Euh, un des premiers, alors, de ce que j'ai vu, un des tout premiers à avoir introduit l'inbound marketing en France. Pionnier sur ces sujets-là, et auteur de plusieurs best-sellers sur la thématique aux éditions Duno. Et il nous fera, en tout cas, il nous en parlera mieux que moi. Il m'a dit 5 ouvrages. Du coup, quelqu'un qui fait écrire sur des sujets comme les nôtres. Et du coup, on a la chance de l'avoir avec nous. Donc, merci Michel, merci Pierre-Anthony d'avoir fait venir Stéphane. Et on n'a pas que des locales de Merci. l'étape. Pour une fois, on a donc Michel, je ne sais plus où tu es basé, mais je sais que c'est en Bretagne. Stéphane qui est basé à Paris et Pierre-Anthony qui sera le local de l'étape aujourd'hui, qui est basé à Gerland, dans le 8e à Lyon. Je vais les laisser maintenant se présenter, vous partager leur présentation. On est en comité, on est une quinzaine aujourd'hui. N'hésitez pas à les interrompre ou à échanger. Je leur ai demandé de vous donner du concret parce que c'est un sujet où souvent, en fait, il y a beaucoup de théories. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils aient cette capacité à être pédagogues et pas faire peur. Alors, je sais que parmi vous, il y en a certains qui connaissent bien l'inbound marketing et toutes ces mécaniques-là. Mais du coup, je suis content de savoir que vous voulez refaire une introduction ou en tout cas être resensibilisé sur ces sujets-là. Et ce qui me plaît aussi chez Winbound, c'est qu'ils utilisent plusieurs solutions. Ils ne sont pas que monosolutions en termes d'approche et d'outils. Pierre-Anthony, Stéphane, Michel, la parole est à vous et je ne vous interromps plus de mon côté. Eh ben, écoute, merci Vladimir. Écoutez, c'est un vrai plaisir en tous les cas d'être avec vous ce matin. Comme l'a dit Vladimir, je pense que le point essentiel, c'est qu'on est des passionnés. On porte haut et fort depuis plusieurs années ces stratégies B2B en France.
À tel point qu'on a lancé il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, l'événement, le troisième événement mondial de l'inbound marketing en France. Alors, en Bretagne, vous l'aurez bien compris, les Bretons ne lâchent jamais leur région. Et donc, on aura un événement qui aura lieu le 21 juin cette année, pour lequel on fait venir des stars d'Europe et du monde entier à l'événement. Et en fait, cet événement, il résume bien ce qu'on est. En fait, c'est le partage. C'est qu'effectivement, notre quotidien, comme vous, dans vos entreprises, c'est d'adapter des stratégies à des organisations, à des secteurs d'activité différents. Parce que c'est ça, au final, l'inbound marketing, ce n'est pas une méthode qu'on prend sur étagère, c'est de l'adapter, c'est quelque part de la tordre de temps en temps, parce que le métier est différent, le produit qu'on vend est différent. Donc, c'est vraiment adapter ce type de stratégie à vos métiers. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est ça notre quotidien qu'on fait dans beaucoup d'entreprises dans toute la France. Et nous, forcément, on fait du gross marketing, on fait de l'inbound, on fait de la compte-based marketing. Et donc, on apprend beaucoup toute l'année. On teste des choses avec Stéphane, on en parle souvent. On vient travailler des sujets différents sur des entreprises, des lancements de produits, du cross-selling, etc. Et donc, on partage tout ça régulièrement dans des conférences, régulièrement dans notre événement international. Et on est content de le faire ce matin. Alors, je ne vais pas prendre ce matin ma casquette d'expert de ces sujets-là. J'ai trouvé qu'effectivement, on avait tous pris beaucoup trop de webinaires un peu descendants avec ce Covid. Là, on en a mangé pas mal. Et je me suis dit que c'était plutôt bien. J'ai essayé de me mettre dans la peau de ce qui n'est pas mon métier, c'est un petit peu d'être le journaliste, et d'interroger du coup et de rebondir avec Stéphane et Pierre-Anthony, du coup, sur des questions que j'ai envie de leur poser. Alors forcément, il y a des réponses que j'ai, mais l'idée, voilà, je me fais prêter à ce jeu-là pour vous ce matin. L'idée, c'est d'être dans quelque chose qui est sympa, qui est plutôt cool ce matin. Il est 8h40 et c'est des questions-réponses. C'est comme ça qu'on va avancer si vous voulez bien. Et bien évidemment, comme l'a dit Vladimir, n'hésitez pas à nous solliciter, à poser des questions, à rebondir. C'est tout l'intérêt de cette matinée. C'est des sujets qu'on connaît bien. Et donc, on est là pour vous, en résumé. Du coup, je vais peut-être, du coup, Pierre-Anthony, en quelques mots, si tu peux, du coup, te présenter du coup, à Lyon, et puis ce que tu fais. Et puis, Stéphane après. Puis après, si vous êtes d'accord, on avance. On est parti. Merci Michel et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, du coup, moi je suis Pierre-Anthony, je suis directeur conseil à Lyon. J'ai rejoint l'agence en janvier 2021 pour créer la filiale Winband à Lyon. Donc à Lyon, il y a des équipes MV Group qui sont là depuis 3-4 ans déjà, et au fur et à mesure, donc on grandit, parce que quand je suis arrivé, on était 4-5, aujourd'hui on est déjà 20 en un an, et l'objectif est de passer à plus de 50 collaborateurs sur l'agence de Lyon avec les équipes d'MV Group. Moi, j'ai un parcours principalement en agence. J'ai passé 10 ans d'expérience en stratégie marketing et commerciale, donc aussi bien sur du B2C et du B2B, avec principalement des stratégies d'acquisition, beaucoup de contenu. L'un des premiers stages que j'ai fait à l'école, en école de commerce, portait sur les stratégies de contenu déjà pour des marques en local. Donc, SEO, acquisition, donc c'est des sujets que je maîtrise bien et qui me passionnent. Et aujourd'hui, avec l'inbound marketing, on ajoute une couche de technologie qui est intéressante parce qu'on récupère de la data pour mieux comprendre le comportement des visiteurs, les engager et avoir un discours de plus en plus personnalisé pour pouvoir les redistribuer à la force commerciale. Alors c'est à moi, j'imagine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, allez, je vais la faire courte, hein. Donc, Michel a parlé de passion. Je suis un passionné de la chose digitale. Donc, j'ai commencé ma carrière en 97. Ça me rajeunit pas. Avec cette intuition que le contenu allait être un des canaux absolument essentiels pour que les entreprises puissent bien s'exprimer sur le marketing digital. Et j'ai fondé et dirigé une agence marketing digital pure player jusqu'en 2015. Je l'ai revendue, je suis passé de nouveau en solo. Et puis j'ai écrit différents ouvrages, dont Inbound Marketing aux éditions Duno, et puis également Content Marketing. Alors, je crois que Michel va vous en offrir un, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. C'est lequel, Inbound que tu offres? Alors, du coup, je fais la promo de Content Marketing. Alors, ben voilà, je suis également auteur de 5 différents ouvrages, et là, vous voyez les 2 derniers. Voilà pour moi. Eh bien, super. En tous les cas, merci Stéphane d'avoir accepté de venir avec nous ce matin. Et effectivement, on aura le plaisir de vous offrir du coup la deuxième édition d'Inbound Marketing France.
qu'on a mis aux couleurs de Winband. Merci du coup aux éditions du Nœud. Écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On est là pour ça ce matin. Et l'idée, si vous voulez, c'est de démarrer un petit peu, Stéphane, par un peu d'histoire. Ouais. Comment est né l'Inbound Marketing? Voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu comment c'est né, parce que c'est né depuis très longtemps aux États-Unis. Ouais. La France est dans son marché aujourd'hui, très clairement, mais je me rappelle, Stéphane, quand on a discuté pour le premier Inbound Marketing France, il y a 6 ans, je dirais, Ouais. et c'était pas si connu que ça. Et quand on tapait sur Google le nombre de postes en inbound marketing, je crois qu'il y en avait 0. Quand aujourd'hui, il y en a 22 000. Donc ça vous donne un peu l'évolution de ce marché en France. Et Stéphane, c'est à toi. Merci de nous replonger dans ces années inbound marketing. Ouais, merci pour le relais. Ouais, effectivement, l'inbound marketing a émergé un peu sur le tard en France, mais a rapidement rattrapé son retard, hein. Ça a explosé en quelques années. Bon, je situe l'émergence de cette notion aux alentours de 2005-2006. D'ailleurs, avec la naissance d'une société qui s'appelle HubSpot et qui est spécialisée dans le marketing automation. Et cette notion s'appuie finalement sur les travaux de Seth Godin, qui est un gourou, j'imagine, que vous devez connaître dans le marketing digital, qui a d'ailleurs été le keynote principal sur le dernier événement Inbound Marketing France. Et donc Seth Godin faisait un peu le constat finalement des démarches trop intrusives des entreprises. Il s'est dit, avec les canaux digitaux, finalement, l'accès à des campagnes très, très, très simples et très peu chères, hein. On peut bien évidemment tous se dire, tiens, cet après-midi, on va lancer une campagne d'email marketing ou une campagne de ads sur les médias sociaux ou sur Google, bien évidemment. Et donc, toute cette démarche, finalement, cette démocratisation de l'accès à la publicité, qui était quand même, avant le digital, plutôt réservée à des budgets un peu importants, donc plutôt des entreprises importantes, finalement, cette accélération, cet accès, cette démocratisation a fait que les discours et finalement les campagnes marketing intrusives ont explosé. Et Seth Godin se dit, à force de jouer sur ces formes d'intrusion, on va lasser nos audiences, on va lasser nos marchés, on va lasser nos consommateurs. Donc faites des choses qui, au contraire, vont les attirer, vont les intéresser, vont les aimanter à votre marque. Et il parle de permission marketing. Alors pourquoi la permission marketing? Tout simplement parce qu'il dit, si c'est intéressant, vos consommateurs, vos clients B2B vous donneront la permission de leur adresser des messages. Voilà. Et donc c'était un peu là-dessus qu'est né l'inbound marketing, alors qui est allé beaucoup plus loin avec une vraie méthodologie. On va l'aborder ce matin. Et puis, ce qu'il faut également bien comprendre, c'est que finalement, c'est plus un choix. Si on s'intéresse aujourd'hui aux mécaniques et aux changements de comportement, hein, qu'on a tous, que ce soit en B2B ou en B2C, on s'aperçoit qu'on ne peut plus faire sans contenu et sans, bien évidemment, cette belle méthodologie inbound marketing qui va nous permettre d'organiser notre prise de parole de manière la plus efficace possible. Alors, je vais, pour vous démontrer ces changements de comportement, tout simplement nous replonger dans les années 80-90. Alors, les plus jeunes n'ont pas connu cette époque, donc voilà, ça va être un peu un cours d'histoire. Et puis, ceux qui ont mon âge, dans tous les cas, ont connu, bien évidemment, ce type de parcours. Alors, dans mon exemple, je prends appui sur Sarah, qui est photographe amateur, et donc on la positionne, bien évidemment, avant l'ère du digital. Et Sarah souhaite changer son appareil photo. Donc, on va situer cet appareil aux alentours de 2 000 à 3 000 francs. C'était des francs à l'époque. Donc, c'est un budget quand même relativement conséquent. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, Sarah? Elle n'avait pas beaucoup de choix, finalement. Elle allait pousser les portes d'un Fnac ou d'un Camara. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette enseigne-là, qui était une sorte de Fnac, mais vraiment verticalisée sur tout ce qui était photo et vidéo. Donc, c'est vraiment une enseigne spécialisée dans ce domaine. Et donc, elle interrogeait un vendeur. Voilà. Donc, on voit que de suite, finalement, Sarah est captive. Elle est obligée de s'adresser à un conseiller ou à un vendeur. Une fois qu'elle était chez elle, elle consultait probablement le petit guide Fnac. Alors là aussi, je ne sais pas si vous avez connu ce guide, qui était une forme de prémisse aussi de l'inbound marketing quelque part.
C'est un guide qui comparait, c'était des comparatifs, hein, tout simplement. Donc, il y en avait sur l'informatique, il y en avait bien évidemment sur les appareils photo, enfin, sur plein de choses, sur les frigos, etc. Et donc voilà. Donc, ça, c'était finalement du contenu qui permettait d'obtenir des informations qui étaient des informations plutôt techniques, plutôt pratiques, plus que des informations commerciales. Bon, elle interrogeait également ses amis et puis demandait l'avis à sa famille. Toujours rassurant, même si ses amis, sa famille ne comprenaient rien à la photo, c'est pas grave, on demandait quand même conseil autour de soi. Et puis, dans mon exemple, elle retourne en magasin essayer, puis elle passe à l'acte. Voilà, c'était le conseiller Camara qui l'a convaincu, qui a été meilleur que celui de la FNAC. Donc, on voit finalement un parcours qui peut pas s'extraire quelque part de l'entreprise. Hein. Donc là, dans mon exemple, c'est Camara et la FNAC. Et donc, on a des clients qui sont super captifs et qui sont obligés d'être à l'écoute d'un conseiller. Si on replace maintenant Sarah dans l'ère du digital, donc maintenant, là, en 2022, alors, voilà, c'est ça. Donc, voilà quel va être son parcours. Donc, là, on va resituer son achat aux alentours de 2 000, 3 000 euros ce coup-ci. Bon, c'est un achat qui est quand même relativement conséquent. On a besoin de se renseigner. Et ce qu'elle va faire automatiquement, elle va commencer à consulter des contenus qu'elle va probablement trouver sur YouTube. Bon, dans mon exemple, c'est 6 vidéos. Ça pourrait être 4 comme 10. Elle va lire des articles de blog trouvés sur Google. Alors, ça va être des articles probablement issus de marques, mais également et surtout issus de passionnés, donc qui ont testé des appareils qui en parlent. Elle va interroger sa communauté sur Facebook, Instagram, enfin peu importe. Elle ne va pas être insensible également à la publicité qu'Instagram va lui proposer. Donc on voit aussi qu'on peut malgré tout reprendre la parole de manière un peu, entre guillemets, un peu intrusive, mais quand c'est bien fait, quand c'est fait dans une logique de parcours d'achat, c'est tout de suite beaucoup mieux accepté. Elle va télécharger un guide comparatif qu'elle aura trouvé sur le web. Elle consulte des avis en ligne. Elle va comparer les prix sur plusieurs sites de revendeurs. Finalement, en moins d'un quart d'heure, j'ai pu comparer une quinzaine de revendeurs potentiels. Et puis, malgré tout, c'est un achat un peu important. Dans mon exemple, on dit qu'elle va souhaiter un peu aller vulgairement palper la marchandise. Elle se rend quand même en magasin et puis elle se décide, elle achète en ligne. Donc, vous voyez qu'on a complètement, à travers cet exemple, qui est un exemple qui est là pour le coup, il suffit de faire sa propre auto-prospection, c'est exactement comme ça qu'on agit aujourd'hui quand on a un achat un petit peu conséquent. Donc, on a complètement changé de monde. Dans la première version, donc avant l'ère du digital, on voit un consommateur qui est purement captif par rapport à des marques. Il dépend des marques. On ne peut pas faire autrement que finalement aller se renseigner et écouter des commerciaux. Alors, qu'est-ce que ça donnait en B2B ? Ça donnait qu'un commercial m'appelait, même si je n'étais pas dans un parcours d'achat, je l'écoutais. Pourquoi ? Parce que ça me permettait de me renseigner. Et puis peut-être que dans 6 mois, finalement, j'allais commencer un parcours et du coup, je me rappelais du discours que j'avais eu avec le tel ou tel commercial. Pourquoi la brochure marchait ? C'était pareil, je la prenais, je la rangeais dans mon tiroir et le jour où j'en avais besoin, je la ressortais et c'était finalement un moyen pour moi de me renseigner. Aujourd'hui, tout est en ligne, donc je n'ai pas besoin de me renseigner 6 mois avant, ça n'a pas de sens. Je vais me renseigner au moment donné où j'ai besoin justement de ces informations-là. Et donc, on voit des parcours qui sont aujourd'hui beaucoup plus autonomes et qui vont être finalement distribués sur pas mal finalement de canaux. Voilà. Et puis, effectivement, là, c'est un exemple B2C que je vous ai donné, mais on voit cette statistique et c'est finalement la traduction du B2C au B2B se fait de manière parfaite, puisqu'on s'aperçoit que 57% des parcours d'achat en B2B se fait sur les canaux digitaux sans contact avec un commercial. Donc, on peut estimer que dans un parcours en B2B, les 2 premiers tiers, globalement, vont se faire de manière totalement autonome. C'est une fois que j'ai emmagasiné suffisamment d'informations que, OK, j'accepte d'avoir un discours avec un conseiller, avec un commercial, parce que je vais me sentir un petit peu plus sur un terrain d'égalité
Et donc, à partir de là, j'accepte de discuter avec lui. Merci Stéphane. Donc effectivement, et ce qui est intéressant dans cette statistique, c'est que vous voyez bien qu'effectivement une grande partie du parcours d'achat est digitalisé, du coup par les contenus qui sont publiés. Mais ce qui veut dire aussi que le reste du parcours, il y a un niveau d'exigence auprès du commercial qui est très très important. C'est-à-dire qu'en fait, on n'accepte plus non plus le blabla. C'est-à-dire que sur le reste du parcours, on veut un expert. Je ne dis pas que c'est la fin du métier du commercial, mais en tous les cas, c'est la fin du métier du commercial des années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut un expert qui répond aux quelques questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Je veux des entretiens plus courts. C'est-à-dire qu'en fait, je n'accepte plus l'entretien qui dure 2 heures et blablabla et je vous déroule tout mon argumentaire. J'ai 2 questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Et le commercial doit aussi continuer à être inbound marketer. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, comme on a adressé du contenu qui parlait à la cible pour son éducation, pour qu'elle vienne à vous, quand le commercial fait sa vente, après l'entretien, ce qu'on a fait hier, on était sur un très très gros client, on a continué à envoyer du contenu par rapport justement à des questions qu'a posées du coup le client pendant l'entretien. Et je continue en tant que commercial à lui envoyer des contenus inbound faits pour les sales qui permettent de continuer à avancer dans l'acte de vente. Voilà, il y a une forme de nouvelle pratique commerciale. Et donc, on doit former les commerciaux. Et nous, c'est un enjeu fort, c'est qu'on travaille aussi cet axe-là qui est déterminant pour construire les ventes. Tant qu'on est avec toi, Stéphane, et c'est un vrai plaisir toujours de t'avoir ce matin, on oppose encore un peu des fois l'inbound et l'outbound, alors que d'un autre côté, l'outbound qui a un peu souffert, à un moment donné, on a tout digitalisé. On s'aperçoit qu'en plus que dans des pratiques, je suis désolé pour les acronymes, d'account-based marketing, qui est des stratégies de marketing de grands comptes, pour lesquelles on aura peut-être, Vladimir, l'occasion d'en reparler un jour, on s'aperçoit que le print est de retour et qu'il y a peut-être un équilibre qui est en train de se dessiner. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une vraie complémentarité. Comment tu vois ces deux stratégies avec l'inbound qui a pris de la place et où se situe l'outbound aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question, mais je peux quasi faire l'analogie avec ce que tu viens de dire par rapport aux commerciaux. Le commercial aujourd'hui doit devenir expert et doit finalement accompagner le client dans sa fin de parcours. Quelque part, OK, j'ai trouvé suffisamment d'informations, ça m'a permis de faire une shortlist entre 2, 3, 4 solutions possibles sur le marché. Maintenant, il va falloir que je décide. Et là, c'est l'expertise du commercial qui va faire que ma préférence va aller sur tel ou tel acteur. L'outbound marketing aujourd'hui, alors soit on le pratique un peu à l'ancienne et on est purement descendant et très intrusif, soit on va le pratiquer dans cette logique de parcours de décision. Et si à un moment donné, ça permet de relancer un parcours, ça permet finalement d'apporter une information complémentaire qui a une logique en fonction de la maturité de son audience, tout ça, ça va fonctionner. Donc, l'outbound marketing peut être revalorisé si on l'appuie sur des fondamentaux inbound marketing quelque part. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, on l'a vu à travers l'exemple de Sarah, à un moment donné, j'ai réintroduit de l'Instagram. Alors, qui se prête très bien finalement à ce type de parcours de décision, puisque là, on est sur de la photo, on est bon, voilà, donc Instagram peut être un très beau canal, mais on peut très bien imaginer que nous, en B2B, dans nos parcours de décision, ne serait-ce qu'un email, on ne l'a pas demandé, ça peut être intrusif, votre interlocuteur vous n'a pas dit, tiens, Michel, ça serait sympa que tu m'envoies un email promo, bon, on n'a rien demandé, mais s'il y a une forme de logique par rapport à mes attentes, à mes besoins, à mon parcours, l'email sera parfaitement accepté. Et il sera d'autant plus accepté si, comme tu viens de le dire aussi, tu as dit, tiens, on est sorti hier chez un gros client, on lui adresse des informations complémentaires. C'est quoi ces informations? C'est du contenu. Donc un email qui dit achetez, venez chez Winbond et puis achetez une presta inbound marketing, ça ne fonctionne plus. Par contre, un email qui même si on ne l'a pas demandé, mais qui va apporter des informations sur, voilà, par exemple, comment déployer une stratégie inbound marketing dans le domaine industriel à Lyon, là, ça va probablement beaucoup plus intéresser l'audience, si bien évidemment elle est industrielle et à Lyon. Après, si on l'envoie à des pêcheurs à Marseille, ça ne marchera pas non plus. Mais voilà. Donc, Marseille, je me disais, tiens, c'est… Ouais.
Donc l'outbound est là pour finalement aussi un peu accélérer des logiques inbound qui parfois peuvent être un petit peu longues. Et puis également, elle est complétée. Si on attend que les leads viennent à soi, dans certains cas, ça peut être quand même long et pas suffisant. Et donc, on peut là aussi réactiver des logiques outbound, mais en apportant de la valeur, et cette valeur va être puisée finalement dans ce qu'on a construit pour l'inbound. Voilà. Ouais, c'est ça. Je crois beaucoup au mix, je crois beaucoup au mix effectivement des stratégies. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus dire qu'il y a une stratégie qui est miracle, parce qu'autrement, tous ceux qui l'ont gagneraient beaucoup d'argent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des méthodes. Elles permettent de structurer en tous les cas l'approche. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on travaille ses personas, on va en parler tout à l'heure avec Anthony, on travaille son parcours d'achat, on travaille son nurturing, ses emails, la qualité de ses emails. Mais en fait, c'est un mix aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des actions, ce que je vais appeler de grosse marketing, c'est des actions un peu quick win que je peux mettre en place, qui rapidement fonctionnent sur mon métier, sur mon secteur, et pour lequel c'est un mix peut-être de digital, de print. Et là, effectivement, je peux me permettre de shooter des choses sur un produit particulier, une offre du moment, et je reviens un peu à une méthode dedans. Donc, il n'y a pas non plus une stratégie qui, j'ai envie de dire aujourd'hui, fonctionne mieux que l'autre. C'est plutôt des nouvelles approches du consommateur et de l'acheteur qu'on doit comprendre et qu'on doit mettre en place. Et derrière, effectivement, je joue de ce qui fonctionne le mieux et je crois vraiment à l'agilité. Je crois vraiment au test and learn. C'est-à-dire que n'ayons pas peur de faire des tests. On vient de faire un test à Lyon avec Pierre-Anthony qui est un peu malin, puisqu'en fait, on a édité un livre des éditions Duno de Stéphane, on l'a envoyé à une centaine du coup de directions marketing, et derrière, effectivement, on a un centre d'appel qui appelle pour savoir si c'est reçu et qui essaie de créer du lien, de prendre des rendez-vous, et ça marche. Donc en fait, voilà, il y a plein d'actions qui sont quick win, qui marchent, qui viennent se mettre dans le paysage de vos actions, et donc il faut tester, il faut amplifier ce qui fonctionne. Et puis, il faut des fois régler un petit peu est-ce que je fais plus de volume de contenu digital, est-ce que je fais du SEA parce que ça marche bien sur les demandes de devis. Voilà, ça se teste, ça s'ajuste pour être efficace. Donc voilà, Pierre-Anthony. Juste pour clôturer cette séquence, pour bien que vous compreniez, j'ai un très bon exemple. Imaginez que vous êtes en train de refaire enfin, vous vous posez la question de refaire votre cuisine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Internet, commencer à vous renseigner. Et là, moi, je suis cuisiniste. J'ai bien référencé un super e-book qui vous offre toutes les tendances, la méthode pour bien prendre les mesures, savoir comment architecturer votre cuisine. Là, c'est purement de l'inbound. Vous allez télécharger cet e-book. Je vais donc finalement récolter vos données. Pour moi, c'est un très très bon lead parce que je sais qu'a priori, vous avez comme projet de refaire votre cuisine. Donc là, on est vraiment dans une sphère inbound. Mais finalement, cet e-book-là, qui a beaucoup de valeur, on imagine qu'il est bien conçu, qu'il est très complet, il a beaucoup de valeur. Donc pourquoi je n'irais pas non plus finalement le proposer via de l'ADS? Pourquoi je n'irais pas non plus le proposer via de l'email marketing? Alors après, la difficulté, si je le propose avec de l'email marketing, c'est tomber au bon moment. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser la question de refaire votre cuisine. Je vous adresse à ce moment-là mon e-book, c'est purement intrusif. Vous ne m'avez rien demandé, vous ne me connaissez même pas. Mais vous allez vous dire, tiens, ça tombe bien, pourquoi pas, et vous allez consulter l'e-book. Voilà. Par contre, je fais la même prise de parole 2 mois avant que vous ayez l'idée de refaire votre cuisine. Pourtant, c'est le même message, ça tombe dans la case spam. Et je fais la même campagne 2 mois après que vous ayez refait votre cuisine. C'est un peu pareil, ça tombe trop tard et donc c'est du spam. Donc, vous voyez que l'outbound peut avoir beaucoup de sens si on tombe au bon moment. Et là, c'est assez compliqué. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de la qualification. Enfin, c'est que finalement, c'est un terme qu'on utilisait aussi à l'époque. Mais à l'époque, la qualification, c'était quoi? Un nom, un prénom, un secteur d'activité, une taille d'entreprise, enfin, quelques données comme ça. Finalement sur la société qu'on adressait. Aujourd'hui, la qualification va beaucoup plus loin. On va travailler sur ce qu'on appelle des intent data ou des data qui peuvent nous dire, tiens, il y a probablement chez tel ou tel prospect, chez tel ou tel lead, une intention d'achat. Voilà. Et là, pour le coup, on peut revenir sur des logiques un peu outbound, encore une fois, en apportant de la valeur qu'on a construite pour notre strat inbound. Clairement.
Alors, on va revenir du coup à un petit peu de méthode, on en a parlé. La méthode, elle permet effectivement de bien travailler son sujet. Et puis, Anthony, bah, écoute, si tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi l'inbound marketing, par quelle étape on doit passer pour réussir aujourd'hui à mettre en place une vraie stratégie tournée autour du content marketing. Merci Michel. Oui, donc du coup, comme on l'a vu dans les exemples précédents, aujourd'hui, les gens, ils cherchent du contenu sur Internet, en tout cas quand ils ont quelque chose un problème à résoudre ou qu'ils cherchent une solution, ils vont, la première réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller taper dans un moteur de recherche et principalement chez Google. Là où ça va être plus difficile pour une marque de caméra ou une nouvelle marque de caméra d'aller se positionner face à Amazon ou à la Fnac, dans le B2B, on a beaucoup moins de volume de requêtes mensuelles. Donc, des marques qui créent du contenu sur les mots-clés que leurs prospects sont susceptibles de taper, elles ont beaucoup plus de chances de remonter dans les premières pages Google et que le prospect, en tout cas, tombe sur leur site internet. Comment aujourd'hui on fait venir ces gens à soi et comment on identifie les requêtes que les personnes tapent? Ça va passer par ce qu'on appelle les fiches persona et la construction des personas. Donc, on va interviewer des clients et des prospects parce qu'il y a d'un côté l'image qu'on se fait en interne de l'entreprise de son client. Et puis, parfois, il y a des choses, qu'on pense, mais que d'autres auxquelles on ne pense pas. C'est pour ça que nous, on trouve qu'il est important d'aller interviewer des clients et des prospects pour bien comprendre quels sont leurs problèmes, bien comprendre comment, bah, nous, on a des solutions à leur apporter, donc pour mettre du contenu en face et quel est surtout leur parcours d'achat. Parce que le parcours d'achat va pas être le même, pour quelqu'un qui souhaite prendre un nouveau logiciel. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait un cimentier qui était avec nous, s'il y a besoin de s'équiper de machines lourdes ou d'acheter un appareil photo, bah, ça va pas être la même durée. Donc il va falloir pouvoir mettre du contenu adapté à chaque étape de ce cycle d'achat. Donc on parle de contenu de prise de conscience. Donc je commence à avoir, connaissance d'un problème, je vais aller chercher une solution sur Google, donc il faut être là. En prise de conscience, on peut également mettre un peu de Google Ads ou de LinkedIn Ads pour remonter, plus haut dans les résultats de recherche, en tout cas, si on est sur des requêtes, où il y a beaucoup de recherche et où il y a beaucoup de concurrence. Et puis, l'objectif, ben, c'est de générer des leads. Donc quand on va attirer des personnes à soi sur son site internet, il faut qu'on puisse capter des informations comme un email ou un numéro de téléphone pour pouvoir le recontacter. Donc à partir de là, donc on va proposer du contenu expert. Donc Stéphane citait l'exemple du livre blanc. Sur un article de prise de conscience, on va donner un contenu, expert et pédagogique à notre visiteur pour qu'il le télécharge. Donc c'est quelque chose qui répond aux problèmes qui se posent aujourd'hui et à partir du moment où il le télécharge, donc il tombe sur une landing page où on va lui demander ses informations, donc un email, un nom, un prénom, un téléphone à minima, mais on peut aussi commencer à qualifier le contact avec des informations qui sont pertinentes, pour vos équipes commerciales et les intégrer dans un cycle d'achat. Je crois que tu avais un petit schéma du coup ouais, qui montrait bien Ouais. du coup. Donc sur le schéma, voilà, l'idée c'est d'attirer donc des gens à soi, donc via votre contenu, via vos réseaux sociaux, l'emailing, on en a parlé. Ces visiteurs-là, bah, pour les faire convertir en prospects, on va leur mettre des call to action, des formulaires et des landing pages avec du contenu premium en face. Une fois que ces personnes sont devenues des prospects, donc on le voit assez bien ici, Heu, avant, dès que quelqu'un remplissait quelque chose sur notre site internet, on le recontactait tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, bah, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'appareil photo, ils vont comparer, ils vont aller voir sur d'autres sites. Ils seront peut-être pas prêts à ce qu'un commercial les recontacte tout de suite. C'est la notion qu'on a sur le schéma là de MQL et de SQL. Donc on parle de Marketing Qualified Lead et Sales Qualified Lead, hein, c'est les bons anglicismes, heu, qui permettent, bah, en fait de rythmer le cycle d'achat dans lequel le prospect se trouve. Donc on voit avec les couleurs des phases de prise de conscience, de considération et de décision. Quand la personne va télécharger un contenu en première instance, un livre blanc par exemple ou une étude comparative, on va l'insérer dans un scénario d'automatisation. Donc c'est là que va intervenir la plateforme de marketing automation pour le faire avancer naturellement dans son parcours d'achat. Et au fur et à mesure, donc le faire avancer d'une phase de MQL à SQL avec du contenu additionnel, du contenu de considération, du contenu de décision pour que quand on va mettre en place une échelle de scoring sur le logiciel de marketing automation. Donc le scoring, c'est quand une personne consulte, une page, elle a quelques points. Quand elle télécharge un contenu, elle a plus de points et plus, son nombre de points augmente, plus elle avance dans son parcours d'achat et quand en interne, lors d'ateliers, on définit que la personne obtient 90 points, par exemple,
Et c'est là qu'on va la redescendre dans le pipe d'un commercial et se dire, bah, cette personne, elle a fait telle et telle action. C'est le bon moment pour la contacter. Et du coup, le commercial récupère toute la donnée comportementale que la personne a fait en amont pour pouvoir personnaliser sa prise de parole. Parce que, imaginons que vous proposez différents services à vos clients, différents produits. Vous allez savoir que telle personne a consulté telle page et est en lien avec tel produit. Donc, du coup, vous pouvez tout de suite personnaliser votre expérience. Ce qui est intéressant, si tu peux revenir sur le schéma, voilà, Oui, celui-là, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment du coup la méthode inbound marketing qui est effectivement, vous l'avez bien compris, comme le disait Stéphane en introduction et puis Pierre-Anthony, c'est attirer déjà la cible idéale qui vous intéresse, avec ce fameux persona cible à qui on écrit. Et du coup, il va venir sur votre site internet parce que vous êtes créé une réputation d'expert. Et donc, il va faire partie massivement de votre audience. Et donc, je dis souvent, en B2B, c'est pas forcément le nombre, c'est pas l'audience, le volume d'audience qui compte, c'est la qualité de l'audience. Il vaut mieux avoir 1000 visiteurs moins qui sont votre persona qu'en en avoir 4000 qui ne le seraient pas et qui seraient plutôt du B2C si vous visez du B2B. Donc en fait, il y a un vrai travail sur l'audience. Alors avec des leviers, ce que je disais, hein, des fois le levier SEA va performer, ben, c'est celui qu'on va utiliser pour doper son audience. Des fois, il y a peu de volume de recherche, ce que disait Pierre-Anthony tout à l'heure, comment dire, et du coup, bah, c'est un levier qu'on va utiliser un tout petit peu sur des demandes de devis, mais un peu moins. Et puis par contre, il y a une opportunité, comment dire, de pousser des contenus experts parce que vos concurrents sont peu présents et vous avez du coup, vous pouvez pousser du contenu expert qui va être visible et vous donner une réputation. Il y a quelque chose qui est intéressant dans le B2B, c'est aussi les fiches produits. Aujourd'hui, on peut très bien avoir une stratégie de fiches produits qui performe avec des partenaires industriels, etc. Et donc, du coup, on a une audience, elle performe. Tout contenu d'e-book aujourd'hui ou de webinar demande une promotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, sur LinkedIn Ads, par exemple, vous pouvez très bien aller pousser vos contenus, aller les pousser dans une newsletter d'un média professionnel, etc., pour doper toujours cette audience du site ou des supports. Et quand vous avez cette audience, c'est ce qu'on évoquait sur les fameux 57%, et ben, je vais effectivement pouvoir engager l'audience. Cette audience, une fois qu'elle est engagée, je la connais, j'ai son nom, son prénom, son téléphone, j'ai des données comportementales de navigation et je sais ce qu'elle a lu. Je vais pouvoir continuer à lui apporter du contenu qui lui parle et qui l'a fait monter en fait en engagement de prise de conscience d'un besoin qu'elle a à prise de considération. Et par effectivement la stratégie qu'on va évoquer tout à l'heure, qui est les scénarios de nurturing, je donne des contenus de plus en plus intéressants, et ben je vais livrer aux commerciaux des prospects qualifiés. Alors, je vais passer MQL SQL, je vais parler de prospects tièdes et de prospects chauds, si ça parle plus, pour sortir de ces acronymes. Et donc, la force de vente va avoir des prospects chauds, mais c'est ce qu'on évoquait. Ils vont être à traiter rapidement, ils sont qualifiés, on a de la donnée pour préparer sa vente. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et autre élément, c'est qu'on va pouvoir du coup continuer à pousser des contenus dans l'acte de vente. Et l'objectif, c'est bien évidemment de les closer plus facilement. Et derrière, par cette démarche à forte valeur ajoutée, c'est qu'ils deviennent demain ambassadeurs et qu'ils puissent du coup être satisfaits. Alors de ce que je vais appeler, moi, l'expérience prospect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client. Moi, je parle d'expérience prospect parce qu'en fait, on le fait aussi sur des grands comptes. C'est quelle expérience prospect je propose et comment j'arrive à ce que le client, naturellement, il a envie de bosser avec moi au final. Donc, c'est un petit peu ça. Stéphane, on a un sujet aussi clé, du coup, et j'aime bien les formules que tu emploies. Tu avais fait un e-book d'ailleurs sur le fameux persona qui est quand même au cœur de l'inbound marketing et qui assure en grande partie le succès de la stratégie éditoriale. Oui, alors en fait, c'est au cœur de aujourd'hui, hein, pour moi, de toute démarche marketing et commerciale performante. En fait, il faut véritablement prendre pour postulat de départ que aujourd'hui, nos audiences, nos prospects, nos cibles, on les appelle comme on veut, ont à peu près rien à faire de nos offres. On est dans un monde qui est tellement concurrentiel. De toutes les manières, ils peuvent retrouver à peu près le même service ou le même produit 10 fois par ailleurs. Donc, c'est excessivement compliqué d'arriver, de dire on est les meilleurs, on est les plus beaux, on a la meilleure offre. Alors, bien évidemment, on est très très fiers de notre offre, heureusement, mais encore une fois, ça n'a plus de portée. Si j'arrive aujourd'hui, je vous dis, tiens, je suis expert en marketing digital, vous allez me regarder, Stéphane, so what, bon, allez, tu me déranges, je suis en train de faire autre chose. Ça marchait hier parce que en plus, je l'ai pratiqué. Je veux dire, hier,
avant que voilà qu'une bande de marketing a émergé, les gens m'écoutaient. Bon, aujourd'hui, on m'écoute plus. Pourquoi? Parce que finalement, des experts en marketing digital, il y en a, je ne sais pas combien il y en a en France d'ailleurs, mais il y en a des milliers et des milliers. Donc, même sur des marchés un peu de niche en B2B, finalement, on est quand même très concurrencé par voilà, des acteurs divers et variés. Et puis, quelque part, en B2B, où on a quand même moins d'affect avec certaines offres, alors autant on peut se payer une paire de Nike, voilà, alors qu'on n'en a absolument pas besoin. Autant en B2B, on ne va pas se payer, je sais pas quoi, un outil de marketing automation, juste pour se faire plaisir. Donc c'est véritablement, ce qu'il faut voir à travers le persona, c'est que finalement, on a tous, en tant que professionnels, on est là, notre quotidien et finalement un quotidien qui est voué à résoudre des problèmes pour atteindre des objectifs, pour atteindre des enjeux. Donc, par rapport c'est sur cette route qui me permet d'atteindre mes objectifs, je vais faire face à des problèmes que je vais devoir résoudre. Et ça, c'est excessivement important de comprendre quels sont les problèmes finalement de ces audiences et comment mes audiences expriment ces problèmes-là. Donc, il faut véritablement plus partir de son offre, il faut partir de la base donc de son audience, de son marché cible, et c'est ce que nous invite le travail de persona. Donc, quelque part, à un moment donné, oublier son offre, se plonger au cœur de ces personas, comprendre finalement leur quotidien, leurs difficultés exprimées de manière objective, mais aussi subjective. Ça peut, je grossis un peu le trait, mais je suis en train d'inciter mon directeur marketing à me donner un budget de 60 000 € pour déployer du marketing automation. Si ça se passe mal, je peux peut-être me faire virer. Bon, ça, et personne n'ira l'avouer. Malgré tout, si on fait un bon travail de persona, on peut se dire, tiens, sur pas mal de nos cibles, on sent que il y a ce critère un peu subjectif qui rentre en ligne de compte. Et ça peut être des éléments très importants à maîtriser, à connaître, parce qu'on va pouvoir produire du contenu qui viendra rassurer nos cibles. Voilà, donc il faut vraiment partir aujourd'hui de son persona, s'intéresser, mais véritablement à lui, à ses enjeux, à la manière dont elle exprime ses enjeux. Et donc, je dirais que c'est au-delà de l'interview, c'est être sur le terrain quasi au quotidien. Et même, je dirais qu'un persona va pouvoir également être travaillé à base de contenu. Un contenu qui porte sur un sujet, fait un carton en termes d'audience, par exemple, et de partage sur les médias sociaux, par rapport à un autre contenu qui porte sur un autre sujet et qui marche beaucoup moins bien, ça vous donne des très bons indicateurs comme quoi votre audience s'intéresse plutôt au sujet A plutôt qu'au sujet B. Donc ça aussi, ça peut être des indications comme quoi votre audience s'intéresse plutôt à tel type de sujet et donc vous allez pouvoir finalement mettre le paquet sur les sujets qui fonctionnent bien. Donc ce travail de persona, il peut démarrer par des interviews clients, mais c'est une sorte de continuum parce qu'en plus vos marchés finalement varient très très rapidement. On monte en maturité sur tel ou tel sujet, on a réglé un problème, il y a un deuxième qui émerge. Donc, tout ça, c'est quelque chose de très vivant. Et donc, il faut vivre avec son audience. Voilà, donc c'est vrai que, pardon, je finis là-dessus parce que c'est un truc alors c'est vrai que c'est bien de matérialiser ça sous une forme de fiche. Attention, de pas non plus, la fiche, par définition, fige un peu finalement le persona. Donc la fiche est un bon point de départ, ça permet de concrétiser son persona. Après, il faut être conscient que, encore une fois, ce persona, il vit et donc il faut vivre avec lui. Ce que je trouve intéressant, du coup, dans ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi avec Pierre-Anthony, c'est de dire qu'aujourd'hui, le persona qui est la clé pour construire sa stratégie éditoriale, ça va être fait de trois façons. On va interroger, du coup, les équipes internes, marketing et commercial. On va interroger les clients et les prospects. Donc, c'est aussi un bon moyen de se remettre à jour sur des choses qu'on pense. On a beaucoup de certitudes, au final, des fois, dans le marketing.
Et donc, ça vient rebalayer des certitudes et ça crée quand même des fois des vraies interrogations en disant, bah ouais, du coup, est-ce que c'est le bon que je vise? Est-ce que je lui parle comme il faut? Et là, ben voilà. Et vous découvrirez, en faisant ces exercices-là qu'on fait souvent, c'est qu'en plus, les commerciaux ont un paquet d'informations qu'on n'exploite pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, eux, ils ont des objections de leurs clients. Ils ont une connaissance de la force des concurrents. Et donc, ils sont une source énorme de sujets clés qui pourraient être traités et répondre aux problématiques des clients. Mais comme on n'a pas cette réunion un peu des deux, là qu'on appelle chez nous encore un acronyme marketing, c'est que bah, du coup, ça ne remonte pas. Et donc, le marketing essaie de trouver des sujets clés de son côté. Et si le persona n'a pas été bien travaillé, ben, on peut être à côté de la plaque, pour prendre cette expression. Et puis, et donc, j'ai envie de dire que il y a un vrai cercle vertueux d'une méthode inbound bien au-delà de ce qu'on évoque en termes de levier, c'est que ça rapproche les équipes, ça permet de se redonner des priorités, ça permet de rechallenger ses climats cibles. Comment j'avance sur cette cible-là? Est-ce qu'elle est cohérente avec la stratégie de l'entreprise? Est-ce qu'au final, les efforts que je fais sont les bons? Et des fois, on s'aperçoit que les efforts faits ne sont pas les bons et ben, on va avoir du mal à atteindre ces KPI. Dans un des sujets clés du coup de Big Bang, c'est le personnel est là pour construire la stratégie éditoriale. Et donc, Pierre-Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on construit une stratégie éditoriale, comment ça s'articule, parce que c'est assez particulier aussi. On évite les contenus orphelins du coup, dans un blog et on va chercher effectivement de l'engagement. Donc, si tu peux nous évoquer un petit peu ce à quoi sert le persona au final. Oui, bien sûr. Juste en amont de la stratégie éditoriale, évidemment, pour mettre en place de l'inbound marketing, il faut valider quelques prérequis. Donc, avoir un site internet, faire en sorte qu'il réponde aux standards techniques de Google, parce qu'un site qui ne répond pas à certains critères de Google sera mal référencé, et avoir un blog pour pouvoir héberger du contenu. Et le dernier point, c'est d'avoir un outil de marketing automation pour pouvoir collecter la data et faire le lien avec son outil CRM. Une fois qu'on a défini nos personas et leur parcours d'achat, comme on l'a vu avec Michel et Stéphane auparavant, on va définir une stratégie éditoriale. Donc, à travers les personas et les brainstorming qu'on va pouvoir mener en interne, on va pouvoir identifier tous les sujets et toute la liste des articles et des contenus qu'on a besoin de créer pendant l'année. Donc, on va organiser ça sous forme de campagne, en fait. Je vais vous montrer un exemple. Ici, avec un exemple de DRH, donc, un persona va avoir plusieurs problématiques à résoudre. Donc, à l'intérieur de ces problématiques, ça va nous permettre de dégager des grands thèmes en fait, de campagne. Donc, on peut avoir un ou plusieurs personas selon les secteurs. Et dans ces thématiques de campagne, on va lister toutes les idées de contenu qui pourraient répondre aux différentes étapes du parcours d'achat, de prise de conscience, de considération et de décision, donc pour le faire avancer progressivement. Et à travers la ligne éditoriale, donc il faut qu'on définisse le ton, quelle est la fréquence. Parfois, 2-3 articles par mois, ça va suffire. Parfois, il en faudra beaucoup plus. C'est aussi à doser avec ce que fait la concurrence. Si on a un concurrent qui publie toutes les semaines, il va falloir se mettre à son niveau pour pouvoir pas se faire doubler sur les réseaux, sur les moteurs de recherche. Si on n'a aucun concurrent qui publie du contenu, ça nous demandera peut-être de fournir moins d'efforts. L'objectif de la stratégie éditoriale, donc, c'est de définir tous ces éléments-là, les organiser et de les planifier tout au long de l'année, donc dans une stratégie de campagne, et de mettre en place donc les articles, les contenus téléchargeables, parce que c'est les contenus téléchargeables et les contenus premium qui vont nous permettre de collecter la data pour pouvoir recontacter les personnes derrière. Dans les contenus, on peut avoir du livre blanc, de l'infographie, des fiches produits, des webinaires, toute typologie de contenu, mais le contenu doit évidemment être adapté à notre persona et à la personne qui va le lire. Parce qu'on ne va pas faire un livre blanc de 15-20 pages si on est avec quelqu'un qui passe toute sa journée dans un atelier et qui n'a pas le temps de le lire. Donc, il faut vraiment que le contenu qu'on produit soit en lien avec les habitudes de la personne. Et est-ce qu'elle est plutôt sur son téléphone ou plutôt sur son ordinateur? Il faut vraiment faire attention à ça pour qu'on puisse obtenir des résultats derrière. Et ce qui est étonnant, alors c'est merci du coup de ces précisions effectivement sur les formats différents, mais c'est vrai que encore une fois, il faut tester, il faut promouvoir ces contenus. J'ai proposé très récemment, sans doute un support qui va vous surprendre, c'est le webinar, mais dans du B2C.
Donc, j'ai effectivement un client qui vend des camping-cars et je lui ai proposé de faire un webinar, alors que c'est plutôt un outil B2B. Et en fait, ça cartonne. Il y a plus de 500-600 inscrits. Donc, c'est-à-dire qu'aussi que les formats sont à tester. Des fois, la part de risque est très limitée. Ce qu'il faut, c'est, à partir du moment où on touche sa cible, et il faut savoir changer les formats, innover. Une checklist, des fois, de ce qu'il faut préparer avant un rendez-vous, peut cartonner. Donc voilà, je pense qu'il faut, tu voulais apporter quelques précisions, Stéphane, je crois, sur ces formats. Ouais, juste, si tu veux bien revenir sur la slide précédente que je trouve Oui. super intéressante et qui illustre très 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 bien ce travail de persona et finalement ce continuum inbound marketing, cette méthodologie qui va prendre par la main nos cibles jusqu'à les accompagner à s'intéresser à nos offres. Cette slide est très évocatrice et pour vraiment que vous sentiez finalement la mécanique, je vais m'appuyer sur un des points de douleur, c'est signaux mauvais climat social. Alors, imaginons que nous, notre vente, ce qu'on propose, hein, c'est de l'animation, des séminaires, bisounours, là, bonne ambiance. On va créer une bonne ambiance dans votre société. Alors ça, c'est notre offre. Hein. Donc des ateliers, je sais pas quoi, des sorties sportives, des animations pour créer finalement du team building. Bon, vous voyez que si je prends la parole en disant voilà, je vous vends du team building, vous allez toucher un marché de DRH qui effectivement ont déjà pour idée de faire du team building. Bon, ça fait déjà un beau marché, hein, c'est pas, voilà. Malgré tout, ça fait un marché qui reste quand même limité. Si vous remontez beaucoup plus haut dans le funnel, dans le tunnel de conversion, vous allez pouvoir effectivement détecter que il y a chez mes personas des gens qui se posent la problématique de savoir finalement comment évaluer la bonne ambiance ou la mauvaise ambiance dans sa société. Alors ça peut être, moi je suis DRH, ça peut être un point de douleur. Bah, finalement, il y en a qui me disent oui, oui, c'est super l'ambiance, puis d'autres qui me disent, d'autres collaborateurs qui me disent ah bah non, c'est pourri. Bon, je fais la part des choses. Comment je fais concrètement pour arriver à estimer si l'ambiance au sein de ma société se dégrade et du coup la productivité se dégrade ou au contraire si tout va bien. Bon, là, vous voyez que je ne parle pas, je n'ai pas idée de m'acheter du team building, j'ai simplement idée de répondre à mon point de douleur. Comment je fais pour estimer la bonne ambiance dans ma société? Et là, si j'apporte des contenus qui vont m'aider à solutionner ce problème, vous voyez que j'ouvre beaucoup plus l'étendue de mon marché parce que j'imagine, alors si j'ai bien fait mon persona, hein, il faut quand même s'adresser aussi à des points de douleur qui sont quand même qui représentent un marché suffisamment important. Là, je vais finalement élargir le scope de mon audience et donc attirer beaucoup plus de monde. Et puis petit à petit, on reparlera de nurturing tout à l'heure, petit à petit leur dire, bah, OK, alors, vous avez des critères qui vont vous permettre de savoir si vous avez une bonne ambiance ou une mauvaise. Et si effectivement, bah, vous avez une mauvaise ambiance, nous, on a des solutions qui vont vous permettre de finalement recréer une bonne ambiance dans votre société. Et donc, du coup, on aura attiré aussi des gens qui, à un moment donné, ne s'étaient pas posé la question d'acheter un service, une offre, mais qui progressivement vont se dire, bah, oui, tiens, finalement, cette offre-là a du sens. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le travail de persona et le travail de parcours d'achat hein, qu'il va falloir dessiner et qu'il va falloir alimenter avec du contenu. Dans la quatrième brique du coup de l'inbound, il y a effectivement ce qu'on va appeler le marketing automation, alors qui peut paraître des fois un petit peu compliqué à aborder quand on n'a pas ces outils-là. Nous, on a toujours fait le choix d'être multi-outils, que je dis souvent que l'outil n'est qu'un moyen. Et un outil doit répondre à ses fonctionnalités. On n'a pas besoin d'un outil, on n'a pas besoin de rouler avec une voiture de course sur la 4 voies. On peut très bien rouler avec une voiture normale. Ça dépend de la distance qu'on veut faire, le confort qu'on veut, etc. Donc, il y a un peu des outils à chaque taille d'entreprise et surtout par rapport aux fonctionnalités attendues. Et donc, il ne faut souvent pas se jeter à corps perdu dans un outil qui ne répondrait pas du tout aux attentes. On voit beaucoup de clients, des fois, qui sont rentrés par l'outil. Et malheureusement, bah, ce n'est pas forcément, à mon avis, le bon choix.
Ce qui est intéressant, du coup, Pierre-Anthony, c'est effectivement que tu puisses nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, du coup, un outil d'automation, qu'est-ce que ça pilote, comment ça vient s'interfacer, du coup, dans ces stratégies digitales. Est-ce que tu peux nous donner un peu les fonctionnalités qu'on peut avoir et comment on peut avancer avec ce type d'outil? Oui, bien sûr. Comme on l'a vu, donc la première étape, c'est d'avoir un site et un blog qui sont optimisés pour la conversion. Donc, ça va passer pour toute la partie audit, UX, UI, pour analyser le parcours d'achat, pour bien comprendre comment fonctionne votre persona et quelles sont les différentes étapes, placer les bons tours d'action au bon endroit pour qu'ils convertissent et qu'on génère des leads. Et à côté de ça, il faut associer un outil de marketing automation et un CRM. Il y en a certains qui font les deux, comme le disait Michel, il faut le mettre en face de la taille de l'entreprise, de l'objectif. On va peut-être pas prendre un HubSpot si c'est démesuré par rapport aux objectifs qu'on a et au budget qu'on a. Il y a d'autres outils comme Webmécanique, par exemple, en plus, qui sont vers chez nous, puisqu'ils sont basés à Annecy, qui ont des tarifs un peu plus intéressants que des mastodontes comme Salesforce ou Microsoft Dynamics et qui permettent de faire du marketing automation aussi bien. Du coup, au marketing automation, l'objectif, ça va être de générer des leads et de les nourrir. On va pouvoir générer ces landing pages, ces formulaires, les formulaires qu'on adapte en fonction et toujours de nos personas et des critères de qualification des leads. Nous, on fait un atelier qui s'appelle l'atelier Life Cycle, ce qui permet de définir tout le cycle de vie du client et quels critères sont importants pour nos commerciaux. Est-ce que vous avez un projet dans 6 mois? Et si la personne répond oui quand elle télécharge un livre blanc, pour nous, c'est un critère important qui veut dire qu'il faut qu'on le recontacte rapidement. On va définir ce qu'on appelle des échelles de scoring dans l'outil de marketing automation, comme j'en parlais tout à l'heure, où en fonction des actions que la personne va réaliser sur votre site internet, on va lui attribuer un certain nombre de points. Et plus ce nombre de points va être important, plus ça voudra dire pour nous qu'elle est avancée dans son parcours d'achat et que c'est le bon moment pour la contacter. Ça veut dire que le prospect est plutôt chaud et qualifié. Et du coup, il faut le faire retomber dans le pipeline d'un commercial. C'est là que fait le lien entre l'outil de marketing automation et le CRM. C'est qu'une fois qu'il a atteint le bout de son chemin sur la partie marketing, on le fait retomber aux équipes commerciales dans leur outil de gestion commerciale. Dans un outil de marketing automation, il y a évidemment toute la notion de scénarisation. Quand la personne va télécharger un contenu sur votre site internet, on va les mettre dans des boucles. On a dit souvent qu'on met les prospects sous couveuse parce que il faut qu'on les contacte quand ils sont suffisamment chauds et suffisamment qualifiés. Donc, en ce moment, il peut se passer, je sais pas, peut-être 2 semaines, 2 mois, 1 an sur certains. On a des entreprises qui ont des cycles de vente très, très longs. Il ne faut pas que entre la première fois où la personne est venue sur votre site internet et le bon moment pour la contacter, elle vous ait oublié. Pour rester à son esprit, on va lui envoyer du contenu régulièrement en lien avec les actions qu'elle a réalisées sur votre site internet, en lien avec les produits. Donc ça peut être l'abonnement à un flux RSS de votre blog, à une newsletter, du contenu additionnel. Ce qu'on va faire, nous, quand une personne télécharge un contenu en prise de conscience, elle va arriver sur ce qu'on appelle une thank you page et elle va recevoir le contenu qu'elle a demandé par email et on va tout de suite lui proposer un contenu additionnel pour commencer à la faire avancer dans son parcours d'achat. Si elle a téléchargé un contenu qu'on appelle de prise de conscience, on va lui proposer tout de suite un contenu de considération. Donc, par exemple, une checklist ou une infographie ou un comparatif avec d'autres solutions pour lui montrer que notre produit est peut-être adapté à ses besoins. Moi, je trouve ce qui est très intéressant aussi dans la partie automation, au-delà d'actions menées, je dirais avec plus de volume qu'on pourrait faire un commercial, parce que c'est aussi ça, l'automation vient quelque part travailler la base, c'est la segmentation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des segmentations liées à des opérations menées. Vous faites un salon, vous avez du coup un segment des gens qui ont participé au salon. Vous faites un webinar, vous avez ce segment. Et donc, c'est de travailler sur la montée en engagement de chaque segment. Et donc, ça, c'est intéressant parce que du coup, aujourd'hui, un des sujets quand même principaux dans les entreprises, c'est d'avoir une base de données qui est confuse et puis pour lequel, soit on fait un marketing identique pour tous, soit on n'arrive pas à en sortir la substance. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des fois des commerciaux qui disent « Ah non, mais moi j'ai 5000 campagnes dans mon CRM. » Ouais, très bien. Et du coup, j'en ai combien qui sont chauds, combien qui sont froids, combien qui sont en maturation qu'on pourrait réengager, combien qui sont perdus pour lesquels je pourrais peut-être les abonner à la newsletter, ils deviendront peut-être clients dans 6 mois, dans 12 mois, et puis tous mes segments d'opération. Je crois aujourd'hui que c'est travailler à la fois avec finesse sur des segments
et à la fois automatiser des tâches qui permettent de travailler la base, de l'engager. Stéphane, tu as fait une vraie pratique aussi de l'automation. C'est quoi tes clés de succès d'un outil d'automation aujourd'hui? Non, mais ce qu'il faut voir à travers l'automatisation, c'est finalement gagner en agilité. Donc, enfin, vos clients vont aujourd'hui à la vitesse de la lumière. Finalement, on l'a vu à travers tout à l'heure de Sarah. Elle a un besoin, bah, boum, dès le moment donné où elle se pose ce besoin, elle va sur Internet. Donc déjà, il faut arriver à détecter ce moment. Voilà. Donc, quelqu'un qui vient sur votre site web, on parle de data comportementale, elle vient, a priori, c'est pas pour rien, surtout si elle commence à voilà, un peu naviguer et à consulter vos contenus. Donc, a priori, vous avez plusieurs offres. Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur votre site web? C'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans un magasin. Est-ce que je vais voir des chemisiers ou des jupes? Bon, c'est pas la même chose, hein. Si je suis en train de regarder, bon, moi, je vais parler de pantalons, parce que si après, vous allez croire que je porte des jupes. Bon, si je regarde des pantalons et que le commercial arrive et me parle de chemise, je vais lui dire, bon, c'est un peu bizarre. Bon, voilà, le marketing automation, déjà, il vous permet, grâce à de l'analyse finalement comportementale, de savoir à quel moment tel prospect a fait quoi sur votre site internet. Voilà. Et ça, cette analyse comportementale, vous allez pouvoir en retirer des insights absolument capitaux aujourd'hui pour actionner un marketing qui fonctionne. Alors, c'est quoi ces insights capitaux? Ben, c'est simplement déjà savoir quel est le sujet d'intérêt de votre audience. Quel est son niveau de maturité? Vous voyez bien que si je reprends l'exemple de mon DRH qui se pose la question de savoir s'il y a une bonne ambiance dans sa boîte, c'est un questionnement qui est vraiment ce qu'on va appeler du top of the funnel, donc qui est vraiment le démarrage d'un parcours d'achat. Si déjà vous lui dites ah ben on a des séminaires de team building, il va pas faire le lien entre les deux, donc il va pas comprendre. Donc vous allez être de nouveau intrusif. Donc là, ça, le marketing automation vous permet de détecter ça. Et du coup, vous dites, bah, tiens, c'est quelqu'un qui se pose cette question-là, de savoir, d'évaluer la bonne ambiance ou pas dans son entreprise. Donc, automatiquement, je vais pouvoir lui adresser des contenus qui vont lui permettre de solutionner ce problème, ce questionnement. Voilà. Et puis, petit à petit, alors là, c'est ce qu'on parle d'awareness ou de découverte. Hein. J'ai un problème, je suis en train de découvrir, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que déjà j'ai ce problème-là hein, dans mon entreprise? Est-ce que l'ambiance est véritablement mauvaise hein? Donc, je suis en train de découvrir oui ou non. Et puis, si oui, bah, finalement, progressivement, je vais me poser des questions de savoir bah, comment faire en sorte pour que cette ambiance redevienne bonne. Et là, bah, je peux adresser des contenus qui progressivement vont accompagner mon lead, mon prospect, à s'intéresser progressivement à mes offres, hein, qui sont des offres de team building. Et ça, bien évidemment, bah, vous ne pouvez pas le faire avec un fichier Excel et avec votre email. C'est l'automatisation qui va finalement inscrire votre lead en fonction de son comportement de départ dans un scénario qui va se préjouer de manière complètement automatisée. Alors après, il va falloir veiller à ce que vos scénarios fonctionnent, et ça, c'est la data. Tiens, j'ai un scénario, j'ai eu 100 personnes en entrée, 80 ont signé en sortie, c'est un scénario qui fonctionne très bien. L'autre scénario, j'ai eu, bah, pareil, 100%, 100 personnes en entrée, j'en ai signé qu'un. Bon, c'est un scénario qui ne fonctionne pas. Donc, je l'arrête. Parce que finalement, il détruit plus de valeur que ce qu'il en apporte. Voilà. Le scénario qui va bien fonctionner, c'est-à-dire que j'offre une belle expérience client à mes audiences et qu'ils avancent confortablement finalement dans mon parcours de décision. Voilà. Et ça, on voit bien que sans l'automatisation, bon, à moins de gérer 10 leads, si vous avez besoin de 10 leads par mois, bon, à la limite, on pourrait éventuellement s'en sortir à la main, mais sinon, c'est impossible. Très clairement. Bah, écoute, merci en tous les cas. Ce que je vous propose, moi, c'est de passer du coup sur des questions-réponses. S'il nous reste quelques minutes, pourra vous parler des évolutions de l'Inbound, des nouvelles pratiques. On va peut-être enlever du coup la présentation pour se voir tout. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les questions que vous pouvez avoir par rapport à vos secteurs d'activité, par rapport aussi aux explications qu'on a pu faire? Écoutez, on est là pour vous ce matin. Et puis, voilà, s'il nous reste quelques minutes, on évoquera les évolutions.
Je vais dégainer avec une première question que je pense beaucoup de monde se parle. Merci pour les méthodologies, pour les cas concrets et cette acculturation globale. Moi, je suis souvent confronté à des problématiques de ce type-là avec des clients et en fait, on se dit toujours, mais en fait, c'est long, c'est fastidieux parce que là, on a évoqué plein de sujets, plein de typologies de contenu, des assets, des livres blancs, des checklists, profusion de formats. Et en fait, est-ce que vous avez des quick wins ou en tout cas des approches pour faire, à mon sens, alors je vais encore utiliser un acronyme, mais des POC Mm. pour montrer parce que en fait, enfin, je vois Marie-Raphaël qui acquiesce, mais globalement, c'est quand nous, on arrive pour activer, pour, digitaliser, en fait, on doit aller voir les commerciaux pour qu'ils nous transmettent de la data, enfin, qu'ils nous transmettent du contenu et des thématiques. Digérer tout ça et le temps de se lancer, en fait, on se prend, 3 mois dans la vue globalement parce qu'on n'a pas la flexibilité qu'une agence peut avoir et on se retrouve à naviguer à vue et au final, on se dit: «Bah, il s'est passé un trimestre, 2 trimestres» et en fait, on n'a presque rien lancé. Mm. Bah alors, du coup, pour répondre à ta question, puisque là, je reprends ma casquette un peu d'agent, c'est qu'on est confronté à ce sujet avec nos clients. Pour moi, il y a deux vitesses. Il y a bien faire les choses, et je pense que Stéphane ne me contredira pas. C'est-à-dire que là, on le fait avec méthodologie, les personas, la stratégie éditoriale, on met en place l'automation qui va apporter une machine à lead à moyen long terme. Mais elle est importante, cette machine à lead, parce que c'est sa Mmh. réputation, c'est la réputation d'expert qu'on veut avoir. C'est le positionnement qu'on veut avoir. Et parallèlement, il y a des leviers indispensables. Un site de qualité, du SEO, du SEA qui peut performer et qui peut du coup permettre d'avoir déjà des premiers résultats en attendant de mettre en place du coup la stratégie et des quick wins. Nous, on a un catalogue complet de quick wins qui sont testés. Donc, ça va de la promotion d'un contenu qu'on a déjà peut-être, qu'on a juste qu'à retravailler, parce qu'il y a aussi beaucoup ça en élément marketing, il faut aussi exploiter ce qu'on a déjà fait. Donc, il y a peut-être un contenu qu'on peut pousser, il y a peut-être un événement qui était très mal travaillé pour lequel on va, on retravaille un petit peu la prise de parole, la liste des participants qu'on vient nurturer entre ceux qui sont venus sur stand, ceux qui sont passés, qui avaient peut-être un projet. Donc oui, tu as complètement raison, Vladimir. C'est, pour moi aujourd'hui, c'est dans les évolutions, je vais appeler ça du gros marketing, c'est des actions faciles à mettre en place qui amènent des résultats rapides aussi pour sa direction générale, pour être honnête, parce que du coup, la direction générale, elle a débloqué un budget, elle a donné des moyens. À la fin du mois, vous savez comment ça va se passer. Votre patron va vous dire, bon, d'accord, j'ai dit oui, mais bon, on en est où, ça fait combien? Et donc, oui, tu as raison, il faut des quick wins. Ils s'adaptent à l'activité, au potentiel qu'on peut avoir, et ça permet d'avoir des premiers résultats qui font plaisir à tout le monde. Et du coup, on court avec deux vitesses. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter, Pierre-Anthony et Stéphane. Bah, pour compléter ce que tu dis, Michel, tout à l'heure, tu parlais de bases de données. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des fichiers Excel où il y a beaucoup de bases de données ou même dans leur CRM qui ne sont pas segmentées et on ne sait pas si les prospects qui sont dedans, ils sont froids, chauds, tièdes. Un bon quick win aujourd'hui, c'est déjà d'aller réveiller un peu cette base de données pour la segmenter, pour identifier des opportunités. Donc, on peut le faire à partir de contenus que vous avez déjà réalisés ou pourquoi pas créer un contenu dédié. Hier, j'étais avec un client aussi qui me dit: «Bah, on est en train de lancer, mais j'ai un salon et un nouveau produit, qui sort dans un mois. Bah, comment on peut faire? Parce que dans un mois, la strat, elle sera pas prête et ben, on va» et il a 5 000 contacts en base. On va lui dire: «On va capitaliser sur ton nouveau produit, sur ton salon». Des choses qu'on peut faire aussi, c'est quand on va sur un salon, on peut faire des articles. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce salon? En prenant une vision un peu plus large. L'idée, c'est de pouvoir réagir sur des sujets d'actualité, de la saisonnalité et des contenus qu'on a à disposition. Ouais, et puis alors je compléterai par plusieurs choses. D'une part, Rome, c'est pas fait en un jour. Donc là, on parle véritablement de transformation. C'est au-delà d'une simple stratégie. C'est embarquer l'entreprise sur une nouvelle façon de s'exprimer sur son marché. On l'a vu à travers Sarah. On a de toutes les manières pas le choix. Voilà. Alors après, soit on le fait bien, soit on le fait moyennement bien. Si on le fait moyennement bien, forcément, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, c'est des stratégies qui sont fondamentales. Elles sont fondamentales, il faut avoir le support déjà de sa direction. Il faut avoir un budget. Je considère aujourd'hui qu'un budget marketing, alors le marketing n'a jamais eu tellement de bonne presse en France. Un sujet marketing, ça doit être au minimum du 15% aujourd'hui, du 15% de votre revenu brut par an.
hein. Et il y a des startups qui ont besoin d'accélérer et voilà, qui sont en hyper croissance, ça peut aller jusqu'à du 25%. Donc, c'est un quart de leur revenu brut qu'elles posent sur la table pour alimenter le marketing. Bon. Donc ça, si vous êtes au marketing, vous êtes un peu seul à le faire, ça ne marchera pas, ou ça marchera avec des timings qui sont effectivement très, 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 très longs. Donc, il faut avoir le support de la direction, que la direction soit convaincue, hein. Donc ça, c'est déjà un premier point de douleur. Donc, allez finalement travailler votre direction pour reprenez des exemples qu'on vous a cités, allez en chercher d'autres sur Internet pour vraiment les acculturer sur ce besoin fondamental de se transformer. On parle de transformation digitale depuis quasi 20 ans. Il faut y aller, quoi. Ça, c'est première chose. Deuxième chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'on parle, alors c'est encore, désolé, c'est encore un acronyme américain, il parle de flywheel. Donc, c'est une forme de roue. Alors, une roue, on peut imaginer qu'on fait du vélo. Bon, vous vous mettez sur votre vélo, vous allez démarrer. Vous voyez qu'il va falloir finalement mettre un petit peu d'énergie pour pouvoir démarrer. Puis une fois que ça y est, vous êtes lancé sur le plat, bon, après, vous êtes à votre vitesse de croisière, l'entretien de cette vitesse, c'est quand même beaucoup moins d'énergie. Le marketing digital et le commerce digital, quelque part, c'est un peu la même chose. On va construire des assets. Un contenu, je reprends l'exemple de mon DRH, donc comment un bel article de blog, par exemple, comment détecter si votre ambiance est mauvaise dans votre entreprise, c'est un contenu qui va possiblement me permettre de prendre des places sur Google, sur les médias sociaux, et c'est un contenu qui va vivre 2, 3, 4, 10 ans. Parce que cette question-là, pour un DRH, elle est fondamentale. Elle est fondamentale aujourd'hui, elle sera fondamentale dans 10 ans. Il suffira simplement que je remette au goût du jour ce contenu-là. Donc, un contenu, bien évidemment, vous n'allez pas aller loin, mais 10 contenus, 30, 50, 100, vous voyez que votre audience commence à devenir vraiment massive. Et ça, c'est l'idée de la roue. C'est que petit à petit, la roue, elle va aller de plus en plus vite et elle va générer finalement un volant d'affaires quasi automatisé. On veut dire Donc, qu'on veut vite. voilà, alors ça se travaille un peu, c'est du moyen et long terme. Pour le court terme, je reprends mon exemple de DRH, vous avez fait ce très beau contenu donc dans une logique inbound marketing. Allez voir vos commerciaux. Allez voir vos commerciaux, aux commerciaux, envoyez des emails à des DRH qui sont prospects avec cet email. C'est un super moyen, avec ce contenu, ça va les intéresser. C'est un super moyen de générer du lead. Derrière, vous liez ce simple contenu avec un tool d'assessment. Un assessment, est-ce que arriver à mesurer précisément la bonne ambiance dans votre entreprise? Alors ça peut être un questionnaire qu'on peut faire quasi en ligne avec des outils no-code, hein. Il suffit d'avoir les bonnes questions et puis les bonnes réponses. Pour atteindre finalement les résultats, il va falloir que votre audience laisse ses coordonnées. C'est un lead. Bon, votre commercial, il prend le premier article de blog, il envoie, tiens Michel, le DRH de Winband, on a écrit un super article sur comment évaluer l'ambiance dans ton entreprise. Bon, moi, en tant que DRH, je me dis, bon, tiens, ouais, pourquoi pas, allez, j'ai 5 minutes, je lis le truc. Là, j'ai un beau call to action qui me dit, tiens, sur l'article, tu as appris un peu les méthodes pour évaluer, mais évalue-le vraiment là, à l'instant T, grâce à notre outil. Bon, j'ai des chances de cliquer dessus et de me prêter au jeu. Clairement. Voilà, là, on va accélérer quelque part avec des techniques outbound, mais qui s'appuient encore une fois sur une logique inbound. On va accélérer toutes ces mécaniques. Voilà. Merci. D'où la nécessité aussi de travailler véritablement main dans la main avec les commerciaux. On n'en a pas parlé de cet aspect-là, mais il est fondamental. Aujourd'hui, le marketing et le commerce, pour moi, c'est le même service, quoi. Si vous avez un silo entre le marketing et le commerce, c'est sûr que votre inbound marketing, dans 10 ans, vous serez toujours en train de ramer, quoi, hein. Donc ça aussi, c'est essentiel d'aller travailler main dans la main. Michel le faisait remarquer aussi, par rapport au travail de Persona, vos commerciaux se prennent des objections toute la journée de la part de leurs prospects. Qu'on récupère ces objections, qu'on en fasse des contenus qui viennent rassurer les clients.
Hein, et puis après, ça aidera les commerciaux et ça aidera les gens qui sont dans une pure logique inbound marketing. Ok, j'ai compris que mon audience était pas bonne. Ben non, bon, du team building, est-ce que c'est pas un peu pipeau? Objection. J'ai une super fac qui me prouve qu'un team building bien fait, bien pensé, bien construit, c'est vraiment super efficace. Ça va commencer à me rassurer. Bon, et derrière, encore un contenu d'un Michel Brébion, toujours DRH, qui est passé par mon offre et qui dit c'est génial, j'ai gagné 15 points en moins de 15 jours dans mon ambiance grâce aux solutions de Stéphane. Bon, là, ça finit de me convaincre. Voilà. Merci, Donc, Stéphane. on peut, avec ces logiques-là, quelque part, aller très, très vite. L'idée, c'est vraiment de ne pas se planter sur le persona. Voilà. Sinon, on va Merci, avoir Stéphane. des contenus un peu. On prend une autre question, du coup, peut-être? Je veux dire, c'était complet, c'était très complet. Stéphane nous a fait une belle et longue réponse qui en amenait peut-être d'autres. Après, enfin, je sais pas, quelqu'un veut réagir? Est-ce qu'il y a une question qui vient? Je sais qu'il y en a qui ont plus ou moins d'expérience sur les sujets d'inbound marketing. François, toi qui as toujours des questions, est-ce que tu as compris mieux le sujet? Là, moi, je suis dans une zone, je suis pas dans une zone de confort sur toutes ces mécaniques. Donc, j'ai écouté, j'ai essayé d'enregistrer, de comprendre. Moi, du coup, j'ai une autre question qui fait le lien avec ce que disait Stéphane. C'est le synergie entre les silos, trop souvent entre le marketing digital et le commerce. En fait, je me suis souvent confronté à me casser les dents sur, en fait, on a profusion de data au marketing digital. Et en fait, comment on arrive à l'expliquer aux commerciaux pour qu'ils n'arrivent pas bêtes et méchants en disant bonjour, alors vous avez cliqué sur tel bouton sur le site et du coup, vous voulez la cuisine, machin chouette. Du coup, est-ce que vous avez des retours d'expérience? Parce que des fois, c'est vraiment catastrophique. Et enfin, on a dit commerce à l'ancienne. En fait, c'est commerce digitalisé. Et je trouve que c'est un fléau en fait aujourd'hui de mauvaise utilisation de data. Donc voilà, je pense que. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus? Une des clés qu'on a mis en place, c'est ça va vous surprendre, parce qu'on est plutôt des marketeurs, on a créé un organisme de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une erreur, c'est de ne pas former les commerciaux à ces pratiques-là. C'est-à-dire que le marketing évolue, avance, et puis du coup, pratique différemment, et puis elle essaie d'embarquer les commerciaux, mais ils ne sont pas formés pour. Donc en fait, moi, je crois beaucoup à deux choses. C'est la place du CRM dans l'entreprise. Le CRM, c'est un réceptacle de la vente. Et donc, le pipeline de vente doit être bien conçu pour avoir les bonnes étapes au niveau des commerciaux. Donc ça, c'est du management par un outil de CRM. Aujourd'hui, le CRM, c'est le réceptacle, mais le manager au-dessus, il doit accompagner les équipes, les former et manager avec ce fameux pipeline. Et ensuite, effectivement, il y a deux choses. Il y a former les commerciaux et il y a ce qu'on va appeler le marketing. C'est réunir les commerciaux et le marketing dans une réunion commune avec une fréquence qui est liée à l'entreprise. Alors nous, des fois, on se substitue à l'entreprise, puisque des fois, on anime ces premières réunions-là pour être quelqu'un de l'extérieur qui vient dire, voilà. Et on s'aperçoit que souvent, c'est tout bête, mais le langage n'est pas le même. Donc, le marketing parle son propre langage. Vous avez vu, on a essayé de gommer nos acronymes, mais des fois, on avait bien eu du mal. Les commerciaux n'ont pas le même langage, donc il y a trouver un langage commun, trouver des objectifs communs, que chacun apporte de la valeur. Donc, le commerce peut amener beaucoup d'éléments pour les contenus du marketing, et le marketing doit amener des bons leads qualifiés. Vous savez, la guerre, elle est simple. Hein. Les commerciaux disent toujours, ouais, le marketing, on ne sait pas ce qu'ils font, ils nous amènent que des leads pourris. Et puis le marketing dit, nous, les commerciaux, on leur amène des leads, ils ne les rappellent jamais. Bon, voilà. On a un peu résumé l'ambiance. Donc l'objectif, c'est de changer cette ambiance en faisant monter en compétence tout le monde. Et il faut oublier personne. Il faut vraiment oublier personne. Vous ne pouvez pas non plus dire aux commerciaux, vous n'y arrivez pas et ne pas leur avoir donné les clés de lecture et les nouvelles pratiques. Et donc, c'est de l'accompagnement, c'est du sketch. Et en plus, dans l'univers aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux.
Et donc, c'est pareil, c'est comment je m'exprime quand je suis commercial sur les réseaux sociaux, sur quoi je rebondis, comment je trouve des signaux d'affaires pour venir compléter ma démarche commerciale. Donc, on est dans de toute façon, on est dans un mouvement de modernisation des pratiques et il y a des évolutions quotidiennes. Et donc, il faut embarquer toute l'entreprise. Et moi, je crois beaucoup à la vertu de la formation qui, du coup, permet de faire monter en compétence l'ensemble des équipes. Moi, je la trouve intéressante, la remarque de Vladimir sur, tu as regardé une cuisine sur mon site, hop, vite, le commercial, il appelle, tu veux un devis. Il faut remettre en lien avec le logiciel de marketing automation, parce que du coup, on contacte pas les personnes tout de suite. Je sais qu'il y a certains commerciaux, ça va les faire appuyer sur le frein, mais en fait, il faut contacter les personnes au bon moment, quand elles sont prêtes à accepter d'être reprises au contact par un commercial. Oui. C'est vraiment très important et parmi les techniques, de tout de suite proposer un devis ou un rendez-vous, on peut également, par exemple, demander: «Qu'est-ce que vous avez pensé de ce contenu?» ou proposer une lecture additionnelle. Essayer de le faire avancer de manière naturelle, en tout cas dans son parcours d'achat, plutôt que de brandir tout de suite ce son carnet de devis, quoi. Parce que ce qui est On avait intéressant, quand on parlait tout à l'heure de nurturing, donc de scénarios qui viennent apporter des contenus de plus en plus intéressants. À la sortie alors je vais employer un mot volontairement qui n'est pas très joli, mais j'appelle ça un peu de l'essorage. C'est-à-dire qu'en fait, on va essorer ces bases et ces segments et on va en ressortir le meilleur. Et donc, déjà, à la sortie arrive dans le pipeline des prospects qualifiés. Donc, les chauds, les tièdes, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'aller contacter par le commercial des prospects prioritaires pour lequel il a de la data, pour lequel il a plus de chances de closer. Donc, ce n'est pas un frein qu'on met à la vente, c'est justement une accélération par rapport à un taux de closing et un taux de transfo qui va être meilleur, par rapport à de la donnée prospect qui permet du coup de répondre assez efficacement aux prospects. Et donc, on vient travailler ça. Alors, il peut y avoir des segments pour lesquels je peux mener des actions spécifiques parce que j'ai fait un webinar, parce que j'ai fait un salon, et où là, effectivement, je vais travailler différemment. Et peut-être que c'est des gens que je vais appeler plus rapidement parce qu'il y a une offre. Je veux dire, c'est ce qu'on évoquait entre l'inbound, l'outbound. Voilà, chaque entreprise a aussi sa vie. Et dans la vie, il y a des produits qui sont lancés. Il y a, comment dire, pas mal d'actualités. Donc voilà, donc, du coup, c'est une sorte de dosage d'action. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans toutes ces démarches, qu'elles soient inbound, qu'elles soient sur du marketing de compte stratégique, c'est de prioriser l'action que je dois mener pour plus d'efficacité et ne pas taper dans le vide, c'est fini. Enfin, je veux dire, prendre son téléphone et dire, moi j'ai encore des entreprises qui m'ont dit, voilà, j'ai acheté un fichier de lead contact, je l'ai donné aux commerciaux, ils n'avancent à rien. Ouais, ça va être compliqué. Déjà, ils ne vont pas on aimer, ils vont partir en courant, ils vont Ouais. être missionnés dans 3 mois, et puis, non, ils ne vont pas avoir beaucoup de résultats. a des On petites a, questions qui on tombent. a Ouais. 2 questions qui sont arrivées et il nous reste 5 minutes, donc on est Ouais. dans les timings. Pierre-Anthony Oui, ou Michel? Julie qui nous demande de quel besoin humain a-t-on besoin en moyenne pour mettre cela en place? C'est vrai que ça peut varier, de la taille d'entreprise, des objectifs. Nous, des moments, chez Winbrand et MV Group, on peut prendre en charge tout en partie de la création de la stratégie, de la création du contenu, de l'animation de la plateforme d'automatisation, de la configuration des outils. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment de la structure d'entreprise dans laquelle vous travaillez. Nous, on a des chefs de projet. Parfois, on n'a qu'un interlocuteur au sein de l'entreprise avec lequel on travaille, mais il faut évidemment que derrière, il y ait des équipes commerciales qui puissent traiter les leads. En fait, ça sert à rien qu'on génère 5 leads par jour s'il n'y a pas de commerciaux pour les traiter, par exemple. Le petit minimum qu'on donne souvent au niveau de l'équipe marketing, il faut quelqu'un qui soit là au moins, je dirais, sur un mi-temps. Voilà. Entre un mi-temps et 2 jours par semaine. Parce qu'il faut quelqu'un dans l'entreprise qui soit la courroie de transmission entre les KPI de la direction générale, le commerce, et puis qui puisse, du coup, alors nous, on a un fonctionnement particulier, c'est qu'on a des chefs de projet qui sont d'une manière hebdomadaire au contact de nos clients. Et il va y avoir des points hebdomadaires. En fait, on va avoir comme ça une vraie fréquence d'action et ça peut être sous-traité tout en partie. Mais effectivement, voilà, je pense que 2 jours minimum sur ces actions-là, en lien, en courroie de transmission dans l'entreprise, ça me paraît être le minimum. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. On avait une autre question. Quels arguments avancer pour justifier d'investir dans l'amont du parcours d'achat, conscience considération, quand les leads générés par Google Ads fonctionnent bien?
Je vous laisse réfléchir, Marie, c'est une question vaste. Bon, quand on n'en a pas besoin, comment on peut justifier de le faire quand même? Bah, en fait, alors il y a plusieurs questions. Il y a la réputation d'expert dans la durée. Stéphane évoquait très bien tout à l'heure le long terme. Le long terme, alors c'est du référencement naturel, mais c'est aussi une réputation d'expert que créent des contenus qui parlent à la cible, qui sont pointus, qui montrent l'expertise de votre métier. Donc c'est aussi de l'image et c'est cette fameuse réputation. Et après, vous pouvez aussi regarder si les campagnes ads fonctionnent bien, mais regardez aussi le panier moyen client. Regardez du coup le taux de transformation, le temps qu'on met à transformer. Plus vous apporterez des réponses aux prospects de qualité, en théorie, plus le taux de transfo sera meilleur. Et c'est surtout aussi de créer l'avenir. En fait, quand vous regardez du coup des courbes SEO, SEA, puisque l'inbound marketing contribue au SEO, au-delà des contenus purement SEO. Et donc, quand vous regardez les courbes, quand vous branchez du SEA, ça fait ça monte. Voilà. Et quand vous branchez du SEO, au début, la courbe du SEO est plus basse que le SEA. Et en fait, au bout de quelques mois, quelques années, le SEO dépasse le SEA. Donc en fait, c'est une stratégie globale. Ces leviers sont indispensables. L'UX d'un site, l'ergonomie d'un site, le levier d'acquisition par le SEA, le levier d'acquisition par du référencement naturel sont des basiques, des bases. Il y a des bases à moyen terme, à court terme, etc. Moi, je n'oppose aucun levier, mais il faut aussi savoir où on va demain et après-demain, quelles ambitions on donne. Et le SEA, c'est un bon levier quand ça fonctionne, mais le jour où je débranche, j'ai plus rien. Non, mais c'est ça qui est quand même dangereux, c'est qu'effectivement, pour le coup, vous faites dépendre votre chiffre d'affaires d'un seul canal. Si, Google décide, alors je sais pas combien vous achetez vos mots-clés, on va dire, 1 €, hein, peu importe. Si demain Google se dit: «Eh bah, c'est plus 1 €, c'est 10 €», là, vous allez commencer à tirer vraiment, vraiment la langue et puis, chose qui est plus, comment dirais-je? Plus fondamentale, c'est que, dès que vous êtes sur des offres qui nécessitent un poil d'expertise, le ad pour moi, bon, va vous permettre peut-être d'accélérer sur des mécaniques justement très top of the funnel. Donc, on a un beau livre blanc, on va en faire la promo à la fois, bien évidemment, par des logiques inbound, mais également outbound. Aller vendre, je prends mon exemple, expert marketing digital, je fais du ad, je n'ai pas une vente. Pas une. Pourquoi? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je viens vous voir, il y a 20 ans, je venais vous voir, je disais, tiens, bonjour Marie, je suis expert en marketing digital, voilà ce qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'aviez pas d'autre moyen que dire, si ça vous intéressait, dire ok Stéphane, fais-moi un devis, si globalement ça rentre dans mon budget, on y va. Et après, vous jugiez après coup si effectivement mon expertise était vraiment avérée ou pas. Aujourd'hui, je viens vous voir, alors ça pourrait être du ad, en disant voilà, je suis expert du marketing digital, vous me dites so what. Voilà, prouve-le. Alors après, on le prouve par des logiques inbound qui passent par du bouquin, qui passent par du blog, qui passent par l'exercice qu'on fait ce matin, qui passent par des conférences. Enfin, voilà, il y a énormément de moyens ensuite de prouver sur LinkedIn. On parle de social selling, c'est aussi ça. Donc c'est vraiment ça. Et si vous reprenez, et ça marche dans tous les exemples, vous reprenez mon DRH qui se pose la question de est-ce que mon ambiance chez moi est bonne. Il découvre qu'effectivement, elle n'est pas très très bonne, il cherche les prestataires. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme Sarah. Commencer à finalement s'éduquer. Quelles sont les bonnes solutions pour répondre à cette problématique de mauvaise ambiance dans ma société? Il peut y avoir des réponses logicielles, organisationnelles, des réponses de team building, etc. etc. Bon, petit à petit, elle va se faire une bonne idée par rapport à son contexte, donc le problème qu'elle vit dans son entreprise, par rapport aussi probablement à un vécu qui va être un peu plus subjectif. Et ce choix-là, elle ne va pas le faire sur du ad, elle va le faire grâce à du contenu, grâce à aussi des contenus qui vont la rassurer à un moment du parcours d'achat. Donc, des success stories en B2B ont une efficacité absolument essentielle globalement en phase d'évaluation. Donc, quand la personne s'est dit, OK, il faut que je règle mon problème, maintenant, par qui je vais le régler? Et là, la success stories va vraiment rassurer. Donc, le ad peut permettre d'accélérer des logiques inbound.
faire dépendre son chiffre d'affaires du ad, à moins vraiment d'avoir des offres très, très, très génériques. Moi, personnellement, j'y crois plus. Hein, mais, Merci en tous les cas, Stéphane. Messieurs, Il est 10h. merci. Je vais devoir vous interrompre Voilà. pour libérer tout le monde. Désolé, Michel. Du coup, merci pour ce bel exposé, Stéphane, Pierre-Anthony et Michel, et merci d'avoir joué le jeu ce matin de bonne heure. Peut-être qu'on fera quelque chose sur l'ABM, parce que c'est un des sujets, mais là, aujourd'hui, c'était évangélisation à l'inbound marketing. Donc, à voir si on prend le temps de faire ça. Vous nous direz, chers amis stratèges, si c'est un sujet qui peut vous intéresser pour la suite. Passez une bonne journée à tous. Merci encore pour les échanges. Merci pour vos précieux conseils. Et à bientôt. On a plein d'autres événements qui arrivent. Regardez-les sur La sur semaine le site des prochaine, stratèges. on a un sujet, alors c'est en petit comité, c'est sur le community management, c'est un sujet qui nous a été demandé. Est-ce que ça doit être internalisé, externalisé? Quel profil il faut prendre? Quelle formation, quel coût au final? Et donc, ce sera on sera 7 ou 8 entre responsables comme annonceurs pour un partage d'expérience, comment chacun s'en sort de ce sujet. Voilà. Donc ça, c'est mercredi. C'est un format tea time. Sur un format tea time, donc 1 heure de 17h30 à 18h30 en visio. Bon, bah, merci tout le monde d'avoir été là ce matin. Et puis, comme on vous le disait en préambule, il y a certains qui sont partis, on les recontactera. On vous enverra le livre de Stéphane sur l'inbound marketing et on restera à votre disposition si vous avez des questions à la suite de l'intervention. Avec Merci une pour le dédicace. Il y a un petit marque-page avec ma photo qu'a fait l'équipe marketing. Bon, alors, tout va bien. Stéphane nous fera une dédicace qui passe à Lyon. Voilà. Merci à tous. Bonne journée, bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.